Bonjour et bienvenue à votre émission de littérature, le livre à la portée des mots. Encore cette semaine, on va explorer plein de lectures qu'on a faites, on va vous en parler, puis j'espère qu'on va vous donner le goût de lire. Avec moi cette semaine, ma fidèle collaboratrice Roxane. Bonjour Roxane, ça va bien? Bonjour, oui. Oui, oui. Et aussi Roxane qui est bibliothécaire, faut pas l'oublier, et Mélanie Saint-Germain, Salut. qui est comédienne, écrivaine, étudiante, femme à tout faire. Voilà. Voilà. Ça va bien les filles? Oui. Oui. Merci. Aujourd'hui, on va parler de biographies, faits vécus, des histoires vraies donc, qui se sont passées et que les gens ont mis en mots, donc on peut relire ça. On commence en disant pourquoi on lit ce genre de littérature? Pourquoi tu aimes lire les choses qui sont passées pour vrai, toi, Alexandre? Des fois, ça nous ramène à comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Des fois, de se comparer. Des fois, on dit de se comparer, ça on se console. Oui. Puis de voir aussi qu'il y a des choses tellement extraordinaires qui se passent et qu'on n'aurait même pas imaginé. Ou troublantes aussi. Des troublantes, fois, ouais. souvent, on aime lire le malheur des autres. Le premier que j'ai lu, c'est lui que je vais parler tantôt en premier. Ouais. C'est vraiment que ma mère l'a laissé traîner puis que c'est arrivé comme ça. J'ai dit, c'est intéressant ça. Oui, c'est ça. Bon, ça nous pousse Ouais. à réaliser que la vie peut être différente ailleurs ou même chez le voisin en face de chez nous. C'est ça. Ouais. Et toi, Mélanie, pourquoi tu aimes lire les biographies faits vécus, les choses des histoires vraies, en fait? Ben, pour avoir moi-même écrit un livre témoignage, Oui, c'est vrai. t'es face à une vérité. C'est pas du superflu, c'est pas quelque chose de futile, c'est pas quelque chose que t'étais pas dans un monde connexe, non, t'es face à une vérité. Fait que l'introspection est beaucoup plus concrète, là. Les révélations aussi, pour moi, personnellement, là... Voilà, puis tu as besoin aussi de communiquer. Ça l'éveille quelque chose de vrai aussi, puis tu as besoin de communiquer. Tout le monde a besoin de parler de son histoire, tout le monde a besoin de se faire raconter des histoires, puis tu grandis par rapport à une vérité et non pas par rapport à quelque chose d'irréel, tu sais, à quelque chose de plus volatile ou je sais pas trop. Non, mais c'est un bon point, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. On a besoin de parler, puis en même temps, quand on le lit, on a l'intérêt aussi. Puis des fois, je trouve, dans la société d'aujourd'hui, on porte peu intérêt aux gens. L'humain, oui. Et là, je pense qu'on prend le temps de porter de l'intérêt. Absolument. OK, mais Roxane, débute-nous ça avec un grand classique, je pense. Hey, Eh écoute, oui. notre premier... Ben oui. Oui, Ah oui. Les fleurs sur la neige d'Élisa T. Oui, ça. C'est ma mère qui l'avait laissé traîner qu'elle lisait. Elle l'a jamais fini. Pour vrai? Ma mère, c'est pas une grande liseuse, là, mais elle voulait, mais elle s'endort tout le temps sur n'importe quel livre qu'elle laissait. Fait qu'elle laissait traîner souvent parce qu'elle dit, je vais lire 2-3 pages, on va essayer de continuer. C'est une femme qui a travaillé avec ma mère OK. à son restaurant. Fait que, je demandais, c'est qui cette femme-là? Non. Elle dit, lis ce livre-là. Elle dit, tu vas te donner un peu plus. J'étais toute jeune, je me souviens même pas qu'elle avait peut-être 13 ans. Maximum que j'avais. C'est venu me chercher. Ouais. Tu sais, dans plein développement, dans l'adolescence, tu te demandes, tu te compares aux autres, ma vie, c'est-tu semblable aux autres, nanana. Ouais. Et là, tu arrives avec cette histoire-là, un enfant brutalisé comme ça, qui a malgré tout persévéré à essayer de sortir de tout ça. Écoute, ça est venu me chercher, puis de savoir aussi que cette femme-là, je l'avais au quotidien devant moi, là. Mais oui, mais c'est quelque chose de réaliser, en fait, que même si tu passes à travers des épreuves difficiles, tu as toujours une manière de s'en sortir puis d'arriver à quelque chose. Parce que C'est la résilience aussi qui est développée à ce moment-là. Ouais. Ça permet des fois de même juger les gens parce que tu fais... On connaît pas le vécu des gens, tu sais. On les voit, mais quand on s'intéresse pas à eux, on connaît pas, puis c'est sûr que c'est quand même troublant. C'est ça, j'arrivais avec une femme devant moi de 35-40 ans, je sais pas quel âge qu'elle avait à ce moment-là. Puis dans le livre-là, elle était toute jeune. Oui. Fait qu'on voyait le résultat de cette histoire-là. Tu sais, elle est encore en vie, Oui, c'est ça. Je l'ai trouvée forte, je l'ai trouvée incroyable. Est-ce que tu lui en as parlé? Non, à ce moment-là, j'étais bien trop gênée. Oui, non, mais c'est ça, parce que veut pas, on rentre dans une intimité, là, c'est confrontant là, pour quelqu'un de mettre ses tripes sur la table comme ça. J'aurais quand même été trop mal à l'aise de venir dire. Ça faisait plusieurs années que son livre était lancé aussi. Oui, c'est ça. Non, parce que tu rentres dans l'intimité de la personne, puis des fois, tu sais pas où la limite. Tu sais, oui, j'ai voulu dire ça, mais là, ça veut-tu dire qu'on devient amis puis qu'on est à l'aise avec ça? Non, c'est ça, il faut qu'il y ait une barrière quand même. Là. Puis les gens, par expérience vécue, là, quand les gens t'approchent puis qui ont lu tes tripes, comme tu dis, qui ont lu tout ce que tu as lancé sans pudeur puis tout ça, ils ont l'impression de te connaître. Ouais. Moi, j'ai eu droit à des câlins, j'ai eu droit à des becs, j'ai eu droit à des Mélanie, j'ai eu droit à beaucoup de choses et tu le prends. Ouais. Puis tu ne juges pas ça parce que c'est un peu...
c'est que tu dis, OK, c'est correct, j'ai réussi à passer. C'est le fun, tu sais. Elle est devenue pour toi une icône, un emblème, elle est devenue pour toi quelqu'un de fort, une image de force. C'est un peu magique, là. Oui, c'est ça. Par des mots, tu sais. C'est ça qui est... Puis des fois, ça fait, comme on dit, quand on se compare aux autres, tu fais, ouais, finalement, mes petits problèmes. Moi, je fais souvent ça dans la vie, c'est niaiseux. Là, je venais parler d'une autre émission de Martin Gray, au nom de tous les miens, mais quand j'ai des trucs durs dans la vie, je repense tout le temps à ça en disant, non, ma vie est relativement facile. Ça va bien. Ouais, ça va bien. Oui. Moi, je fais ça. OK, merci en tout cas. Puis je pense qu'il y a des suites. Hein. Oui, il y en a 3. Puis après ça, le 4e qu'elle a écrit, Pourquoi ne m'as-tu jamais aimé? Qui parlait vraiment à sa mère. Okay. À lire, très émouvant. Littérature locale en plus. Ça, c'est le premier tome. Merci beaucoup, Roxane. Mélanie, toi, tu vas nous amener plus dans l'image, si j'ai écoute, moi, j'ai comme un thème aujourd'hui de l'image, je vous avertis. Il y a beaucoup de cinéma d'image, tout ça, parce que je suis un peu là-dedans. Je suis en pleine étude en cinéma. C'est tous des hommes très engagés, oui, 3 hommes, qui m'ont beaucoup inspirée. Puis, je suis encore un peu... je commence à découvrir le cinéma de plus en plus après une couple d'années, là. Puis Ken Loach, c'est un homme qui m'a vraiment marqué. Ken Loach, réalisateur britannique. Réalisateur britannique, cinéaste, documentariste, mais surtout dans le cinéma aussi. Ça, c'est sa vie? Écoute, je te dirais que lui, c'est sa vision de pourquoi on doit faire des films. OK. C'est un peu ça. Puis c'est pas nécessairement pour ceux qui sont en cinéma. Je trouve que ce que ça fait, ce livre-là, c'est fort, le titre, là, Défier le récit des puissants. Et il est aussi crinqué que ça tout le long du livre, là. Lui, il explique sa vision. J'ai sorti une phrase qui m'a marquée. Il commence comme ça. Nous faisons des films pour tenter de subvertir, créer du désordre et soulever des doutes. Agiter, éduquer, organiser. Il faut donc agiter, et c'est ce que nous essayons de faire, enrayer la mécanique, bousculer le statu quo, défier le récit des puissants. Fait que c'est fort. Mais moi, oui. Anarchie, quelque part. Quasiment, c'est de la résistance, tu sais. Mais lui, dans le fond, il dit qu'il utilise l'objectif comme un œil humain. Puis moi, là où ça m'a... Oui, le cinéma, c'est beau, mais c'est pas parce qu'on aime le cinéma qu'on doit lire ça, non. C'est que je trouve que ça, justement, ça te défie toi-même à dire qu'est-ce que j'ai envie d'écouter? Qu'est-ce que je vais essayer de voir? Qu'est-ce qui va m'influencer? Parce qu'on s'entend que le cinéma, les livres, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, ça nous influence. Fait que par quoi je me décide, moi, de me confronter, de m'éduquer, c'est important d'aller chercher plusieurs sources. Puis moi, ça m'a inspirée dans ce sens-là. Par quoi j'ai envie d'être influencée? C'est quoi mes influences? Puis je trouve que il est tellement engagé quand tu lis ça, tu as le goût de te lever debout, puis d'aller manifester, puis de résister. Puis je trouve que c'est pas tous ces films qui sont accessibles. On a parlé un petit peu tantôt. C'est un peu lourd. Hein? C'est un peu lourd, mais il y en a un, si vous voulez un exemple que je peux vous conseiller, qui est un court-métrage. OK. C'est dans le fond, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est... ça s'appelle... C'est Alain Brigand qui a fait, dans le fond, un film qui s'appelle September 11, qui est, dans le fond, 11 courts-métrages. Dans le fond, il demandait à 9 réalisateurs, il y a Sean Penn aussi là-dedans, et il y a Ken Loach, qui demandaient leur vision du 11 septembre. Et Ken Loach est arrivé avec le 11 septembre 1973. Donc, il parle, dans le fond, c'est ça, le jour où Salvador Allende, dirigeant socialiste du Chili, a été éliminé par Augusto Pinochet. Fait que, dans le fond, c'est vraiment une autre vision où on ne s'attend pas à ça, où c'est un autre 11 septembre par l'histoire d'un autre homme. Et c'est très court, c'est 11 minutes, 9 secondes et un frame en mémoire du 11 septembre. C'est super inspirant. Puis ça montre, dans le fond, le côté engagé de Ken Loach, qui est assez poignant. C'est plus loin, la réflexion. Moi, il a poussé ça plus loin. Fait qu'il est super inspirant. Si vous avez envie de manifester, vous donner un petit pushing, une petite envie de résistance, bien, c'est quelque chose à lire. Ouais, voilà. OK. Moi, je vais commencer aussi fort. L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Écoutez-moi bien, pour moi, ça, c'est le meilleur livre à avoir jamais été écrit de l'univers. C'est merveilleux. L'usage du monde, c'est quoi? C'est Nicolas Bouvier et son ami Thierry Vernet qui vont partir de Genève dans les années 50 pour se rendre, ils ne savent pas où, finalement, ils vont se rendre en Inde. C'est sur le voyage, mais sur la rencontre, sur comment voyager. Écoutez, ils ont traversé plein de choses, ils ont rencontré des gens, puis pour moi, et en plus d'être un récit de voyage fantastique, c'est
très littéraire. C'est un journaliste, Nicolas Bouvier à la base, et il est vraiment capable de nous amener. C'est super beau. Moi, je veux vous lire là, juste un petit bout parce que pour moi, c'est merveilleux. Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est vraiment sur l'esprit du voyage, la rencontre des gens. Puis des fois, ils vont être des grands bouts où ils veulent aller vite pour avant que l'hiver pogne. Et là, ils vont arriver à Tabriz en Iran. Ils vont rester là 6 mois, rencontrer les gens, c'est la culture, vivre en... Vernel, lui, peint des toiles, il essaie de les vendre. Lui, il écrit des articles pour les journaux francophones. Mais à une autre époque où ils ont traversé l'Iran, la Turquie, etc. Mais vraiment sur l'esprit du monde, la rencontre, beaucoup, je l'ai offert tellement souvent, mais à lire absolument. C'est de loin son meilleur, puis qu'il écrit d'autres choses, là, mais ça, c'est vraiment, on est ailleurs là, à lire. L'usage du monde, Nicolas Bouvier. Je l'étudie, je l'aime. Hey, mais écoute, ça sac, ça donne envie pour vrai. Il est tout magané, mais c'est les plus beaux, les maganés de même. Je l'adore. OK, Roxane, on retourne à toi. Où vas-tu nous amener cette fois? C'est québécois. Oh oui. Coupable d'être policier. Coupable d'être policier. Mémoire d'un enquêteur tenace, Philippe Paul. C'est lui, ça, Philippe Paul, c'est le policier? Oui, absolument. Il a fait 28 ans dans la SPVM de Montréal, justement dans le crime organisé. OK. Donc, au travers de ça, justement, il raconte les perquisitions qu'il a fait, il a fallu qu'il dénonce des gens parce que son histoire était comme rendue dans les médias. OK. Puis, il est obligé de prendre sa retraite vraiment parce que Manon dessus qui est enquêteur. Puis... Avec sa couverture, il n'y en avait plus, là. Okay. Sa vie est comme devenue pratiquement en danger. Fait qu'il a comme été un peu bousculé dans ça. Fait que c'est de voir son histoire au travers de ça. Parce que, tu sais, les policiers, mais souvent, c'est assez discret. Ils ne parlent pas de... Surtout les enquêteurs pour le crime organisé. Il ne faut pas qu'on sache c'est qui, parce qu'ils mettent en danger tous leurs proches, en fait. Oui, absolument. Fait que de lire tout ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Lui, c'était une taupe? C'était quoi? Il était où il faisait juste enquêter? Ben oui, il s'est déjà infiltré. OK, c'était un... Ouais, enquêteur, agent d'infiltration, sergent détective, patrouilleur aussi. Fait que tout au long de sa carrière, il a fait Puis tu dois avoir des anecdotes assez croustillantes sur le crime organisé. Oui, c'est vraiment plaisant. Puis il y a des photos, un petit peu de temps en temps, des perquisitions, après ça, à la Polytechnique, il a refait une mise en scène de personne décédée, survivante, nanana. OK. J'essaie de la trouver vite. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme si c'était son journal, dans le fond. OK, il y a un peu dans le journal, ses mémoires là, qui a montré un peu qu'est-ce que... Lui, avait-tu une famille? Étais-tu capable de... Oui, il y avait sa famille. C'est ça, ça a vraiment... Il est vraiment venu bousculé par les médias. C'est vraiment les médias qui l'ont sorti au grand jour, comme on peut dire. Puis une fois qu'il était sorti, es-tu été capable d'avoir une vie normale ou il a été poursuivi par le crime organisé? Ou... Je me souviens pas. OK. Non, parce que moi, ça m'intéresse de penser. Tu dis, tu vis, là, t'étais une taupe pendant des années, il y a du monde qui doit être fâché après toi, mais je sais pas comment ça se passe. C'est ça, il y a des noms qui ont été sortis, il a vraiment été obligé de prendre sa retraite, là, parce que ça devenait trop dangereux. Puis, donc, aller, intéressant. Oui, absolument. Ça nous sort d'une zone de confort. Oui. Parce que c'est un métier souvent qu'on ne connaît pas. Non, mais qui fait rêver un peu. Oui, mais oui, ça doit être psychologiquement tellement difficile d'être. Tu mens tous les jours, tu vis un autre. C'est une vie de mensonge, mais en même temps, tu sais, c'est. Mais tu as une utilité, puis il veut pas, en ayant cette vie de mensonge-là, tu es obligé de t'ouvrir aussi à des gens à qui tu mens, mais tu crées des liens avec ces gens-là. Tu crées des liens, mais c'est ça, tu es tout le temps dans une relation de mensonge. Oui, c'est ça. Puis il faut que tu saches pourquoi tu le fais, parce que tu peux facilement devenir... tu sais, j'imagine en plus, quand j'avais vu un moment donné dans les trucs des enquêtes sur les drogues, ceux qui font des infiltrations sont souvent obligés d'en prendre, puis qui peuvent devenir accros. Fait qu'il y a un danger dans tout ça, là, tu sais, c'est un choix assez fou, là, de faire ce choix de vie-là. Dans la même optique que ça, Matricule 728, le prochain que je veux lire, c'est vraiment ça, la jeune fille, justement, qui avait été médiatisée encore une fois. Fait que, non, le prochain, c'est lui que je veux lire. C'est vrai que la réalité aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, puis on peut filmer tout le temps, là, ça amène une dynamique. Merci, Roxane. Plaisir. Pour ça, je ne connaissais pas, mais moi, ça m'intéresse aussi. Mélanie, où vas-tu nous amener cette fois? Mais en parlant de filmer tout le temps, on fait des ponts là-dessus. On fait du pouce là-dessus, comme on dit. Il y a trop d'images de Bernard Hémon. Quel réalisateur? Quel réalisateur, oui, encore, mais surtout, c'est l'homme de ma vie.
Non, moi, c'est une Faut pas le dire à révélation. ton chum. Non, bon, il sait, je dis tout le temps que je m'en vais trouver Bernard dans mon lit. Mais donc, c'est possiblement l'un des hommes qui me fait réaliser le plus de choses en peu de temps. C'est dans le fond, le titre le dit, il y a trop d'images. On est dans un monde où les médias dominants, où on est, dans le fond, envahi d'images futiles, on est submergé d'images. Et lui, il se pose la question, pourquoi on fait des films? Tu sais, pourquoi moi je vais faire un film? Pourquoi on va montrer quelque chose? Pourquoi on décide de parler de quelque chose? Puis lui, bien, encore là, c'est un homme très engagé. Mais tu sais, c'est ça qu'il dit. Dans une vie encombrée de milliards d'images futiles et triviales, comment trouver la force de s'appliquer à voir? À voir derrière, à voir au-dessus des choses, à voir ce qui ne se voit pas du premier coup d'œil. Et c'est ce que j'aime de cet homme-là, c'est que c'est un grand humaniste. Ouais. Où il va faire des films où la dignité humaine, la fragilité humaine va être exposée au premier plan. Il va partir avec sa caméra, puis il va aller faire des films tellement... Là, aussi, les repères culturels, il travaille beaucoup, 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 c'est ça. Il essaie d'aller chercher ce qu'on ne prend plus attention de regarder aujourd'hui. Qui regarde quelqu'un dans les yeux vraiment en se demandant qu'est-ce qu'il voit réellement comme personne en avant lui? Ou si tu penses juste, ah oui, je l'ai vu sur Facebook, cette personne-là, ah oui, je l'ai vu, elle a mis des photos d'elle, de son... Non, lui, il prend le temps. Et ces images sont fabuleuses. Ces films sont souvent très lents, dans une lenteur, parce que justement, on prend le temps de s'arrêter. Et c'est le côté humaniste de cet homme-là qui m'a fait complètement tomber en amour avec cette vision-là. Humaniste, arrêté, sensible. Parce que lui, ce qu'il a peur, c'est qu'avec tous ces milliards d'images-là, bien, il a peur à la perte de la sensibilité humaine. Il a vraiment peur qu'on s'en aille vers quelque chose où la sensibilité humaine n'existera plus. Et c'est très inspirant. Pas que les gens viennent trop habitués. Tout le monde. Encore là, je vous parle d'un cinéaste, mais tout le monde. Tout le monde. De tourner à Equal 8, son prochain film. Oui. C'est pour ça que je pense que tout le monde, pour la prise de conscience, je pense, devrait lire ça. Parce que c'est vraiment encore une belle prise de conscience à faire. Puis on dirait qu'à partir de là, tu t'arrêtes à regarder plus au-dessus qu'en avant. Oui, c'est très beau. Bravo, bravo. Moi, je vais changer le beat un peu. Je vais parler d'un de mes idoles, Gainsbourg. Oh. La biographie, je pense, à lire de Gilles Verland. Johannes Farr a fait un film sur la vie de Gainsbourg qui est appelé Vie héroïque. Et je trouve que c'est un titre parfait. Parce que quand tu lis ça, tu vois le petit Lucien de son vrai nom, Ginsburg, qu'il faut qu'il traverse ses parents se sauvent parce qu'ils sont des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Et comment lui veut devenir peintre parce que c'est un art majeur et puis que la musique, c'est un art mineur, etc. Mais finalement, écoute, il avance au travers de sa vie, comment il veut être populaire puis qu'il jalouse les autres, puis comment il a réussi à être, parce qu'à l'époque, en France, c'était rive gauche ou rive droite, ça veut dire soit tu étais pop ou soit tu étais plus auteur, et comment il a réussi à joindre les deux, puis à être autant à l'aise d'un côté que de l'autre, puis de faire du yéyé en même temps qu'il faisait de la musique plus littéraire. Et surtout, comment musicalement, il est en avance sur son temps. Écoute, il a fait des albums reggae avec les musiciens de Bob Marley. Il a fait, écoute, un album de world music 20 ans avant qu'on commence à en parler, avec des rythmes africains. C'était vraiment un gars qui est en avance, super simple, une ritournelle, une rythmique dans ses chansons. Super. Puis aussi toute sa vie de débauche, là, parce que, écoute, il était pas très joli, mais il avait un charisme certain. Écoute, il y a eu des femmes, on a qu'à penser à Jane Birkin, à Brigitte Bardot, et à toutes les autres, mais et aussi cette vie de débauche, d'alcool, de gitane, qui a fini par le tuer, bien sûr. Puis il avait peur de personne, il n'avait pas peur de ses opinions, de le dire, puis il voulait aussi choquer, il voulait pousser les choses. Puis quand il a sorti Je t'aime moi non plus, là, personne qui voulait sortir cette chanson-là, et pourtant c'est devenu un hit, parce que c'était trop cru pour l'époque, mais lui, il s'en foutait de ça. C'est ça que les gens veulent. Puis on arrêtons d'être puritains. Là, dans la vie, les gens, ils font l'amour. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que vraiment, vraiment à lire. Puis beaucoup d'anecdotes. Ce que j'ai aimé beaucoup aussi de Gilles Verland dans son écriture, c'est que quand tu commences une période, il nous dit, bon, OK, c'est à l'époque où ça passait à la radio, tel livre, il te met en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on couvre quand même, là, on commence avant la Deuxième Guerre, puis il est mort en 91, fait qu'on est
Puis on voit toute sa vie. Toute sa vie, c'est vraiment bien documenté. Vachement intéressant, ces histoires d'amour, tout ça. C'est croustillant. Vie héroïque, ben c'est pas de la vie héroïque, mais je trouve qu'il y a une vie héroïque. Serge Gainsbourg, vraiment un homme à connaître musicalement et musicalement. Puis il y a eu beaucoup de muses écrites pour plein d'autres femmes. Ça a vraiment été écrit. C'est quelqu'un qui l'a écrit. Qui l'a rencontré, qui a suivi sa vie, qui est son biographe officiel. En fait, il l'a fait avec lui. Oui, en grande partie, il y a beaucoup de Jamel Gainsbourg qui parlent à travers ça. OK, hey, rapidement, le temps passe vite. On va parler de notre troisième proposition. Ben, c'est ça, je posais la question s'il avait écrit avec lui, parce que celui-là de Robin Williams, celui-là, il a été vraiment écrit avec les gens qui l'ont rencontré après son décès, son suicide, qu'on peut dire. Ouais. Ça m'a brassé, cette histoire-là, parce que le suicide, c'est quelque chose que je comprends pas nécessairement, parce que... Surtout, lui, il y avait du succès, c'est un gars qui avait l'air qui était drôle. En surface, c'est ça, en surface, ça paraissait super bien, c'est vraiment le clown triste, c'est vraiment ce que j'ai retenu là-dedans, c'est vraiment, ça a été un clown triste pratiquement toute sa vie, il s'est senti incompris. Il rendait les autres heureux, mais il était fondamentalement malheureux. Ouais. Puis est-ce qu'on a une explication pourquoi il s'est suicidé ou tout ça? Il n'aura jamais, en fait, c'est tellement difficile. Bon, c'est vraiment la façon que les gens le voyaient. Puis tu suis toute sa vie ou t'es plus dans l'être humain? Non, on a sa jeunesse, son développement à l'école, ses études, après ça, son début de carrière dans les bars, dans les soirées, que c'était pas évident. Puis les gens qui l'ont côtoyé aussi, qui ont commencé avec lui. Tu sais, c'est drôle de voir par où il a commencé, parce qu'on le connaît à Hollywood et tout. Mais de commencer plus bas. Il a commencé dans les bars à faire du stand-up comique comme. Ça ne pognait pas, mais pas du tout. C'est ça. Mais lui, il a persévéré. Lui, il connaissait son humour, puis il savait qu'il allait apporter quelque chose. Puis oui, il a apporté beaucoup, parce que moi, dans ma jeunesse, c'était une icône. Tout le monde a aimé un film de Fait que quand j'ai su son décès, moi, ça m'a bouleversé, Mais merci beaucoup, Roxane, pour tes suggestions. Mélanie, rapidement, toi, ta deuxième suggestion. Troisième. Dans le fond, c'est une monographie de Robert Capa. Photographe, le père du photojournalisme moderne. Dans le fond, avec les premiers petits boîtiers transportables. On parle de 1936-1940. En tout cas, il a couvert les plus grands moments historiques, là, les guerres, tout ça, la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Et ça, dans le fond, c'est une monographie sur le fameux jour J. Je ne suis pas une historienne, OK, super... mais en tout cas, j'en connais assez pour être capable d'en parler un peu puis d'avoir envie de lire ça. Puis lui, il était là, puis Lui, il était là. Et là, regardez ce qui est un peu magnifique avec cette œuvre-là, parce que selon moi, c'est une œuvre, c'est qu'on a la photo de Robert Capa ici, juste en couverture. Et ici, on a un illustrateur, dans le fond, qui est Bertheil, qui a, dans le fond, dessiné probablement où Capa se trouvait au moment où cette photo-là a été prise. Et là, on a une mise en contexte. Au début, ça commence par l'histoire de cette fameuse photographie-là, parce qu'on appelle en anglais Magnificence 11, qui est, dans le fond, à ce qui paraît, Capa aurait pris 160 clichés de ce fameux débarquement-là, 1h30 de temps, en Normandie. Et il y en aurait resté 11, parce que les pellicules auraient été... il y a une grosse histoire à partir de là. Il faut encore des recherches, parce que là, il y en a qui disent qu'ils veulent juste magnifier le travail de Capa, mais en réalité, il y en avait juste 11. Puis écoute, c'est assez formidable. Et on a aussi une biographie, on a les vraies photos du fameux débarquement, et on finit par une courte biographie de Robert Capa, qui est un homme assez formidable, et encore là, un homme engagé. Très beau bonhomme, écoute, on le voit un peu partout, puis il était reconnu un peu pour ça, puis c'est pour ça que sa beauté, son charme, écoute, il mettait des imperméables pour aller justement à ce fameux débarquement-là, un imperméable qui valait super cher, il l'a perdu, et il en parlait à son retour, j'ai perdu mon imperméable. C'est beau, c'est vraiment quelque chose de bien, quelqu'un qui a un intérêt pour ces grandes histoires-là, puis qui ne veut pas se taper non plus des millions de... Très cool. Merci, Robert Capa, Omaha Beach, 6 juin 1944. Voilà. Moi, je finis ça rapidement. Seul autour du monde sur un voilier de 11 mètres. C'est l'histoire de Joshua Slocum, qui était un des premiers à faire le tour du monde en solitaire, en voilier. Écoutez, on est à la fin du 19e siècle. Et c'est son histoire au jour le jour. Il est tout seul, il écrit son journal. C'est fascinant parce que c'est une autre époque. Des fois, il arrive à... Et là, il voit au loin, il a l'air d'avoir des tribus primitives. Et là, il faut qu'il dorme. Fait que là, il casse des bouteilles sur son pont. Parce que pour mieux dormir, il sait qu'ils vont venir et qu'ils ont les pieds nus. Fait que quand il embarque sur le bateau,
Fait que là, il fait juste tirer un coup de fusil, les gens s'en vont. C'est plein d'anecdotes croustillantes. Si vous aimez les explorateurs, les Indiana Jones de ce monde, Joshua Slocum, c'est vraiment un explorateur d'une autre époque, mais qui s'est vraiment bien documenté. Écoute, il a fait 46 000 milles à bord du Spray, son bateau. Et même que Bernard Moitessier, quand il a fait son tour du monde en solitaire sans escale, il a appelé son bateau le Joshua en l'honneur de lui. Wow. Là-dessus, hey, le temps nous presse. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour une autre émission avec des sujets fantastiques. Merci. Au revoir. Voici le poivre des dunes. Ce sont les chatons d'un arbuste qu'on appelle aune tardif ou aune vert. La récolte se fait en octobre. C'est préférable de cueillir quand les feuilles sont tombées. C'est plus rentable. L'aune tardif appartient à la famille des Bétulacées. Poussant directement sur le sable, ses racines sont colonisées par des mycorhizes qui lui apportent des éléments nutritifs qu'il ne pourrait se procurer seul dans le sol. Voici donc du poivre. Regardez, il y en a beaucoup, il y en a en abondance. Ça, c'est une petite cocotte. Puis le chaton, le poivre, fertilise la petite fleur femelle qui va donner au final une cocotte. Donc, c'est la graine qui sort de là. Donc là, voyez-vous, je le broie avec mes mains. Cependant, dans la cuisine, c'est le mortier et le pilon qui font la job. On peut le mélanger aussi avec l'aune rugueux. On le distingue de l'aune rugueux par son habitat, entre autres. Dune de sable pour le poivre et milieu humide pour l'aune rugueux. Parfois, ils se chevauchent. Là, à ce moment-là, on le goûte, puis quand c'est aromatique, c'est le poivre des dunes. Puis là, je vous montre ici un trophée. Ça, c'est une des plus belles branches de poivre des dunes à trouver cet automne. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.